Dans ce webinaire, j'ai l'immense plaisir d'animer cette session et le webinaire sur les développements personnels organisés à la noce. Le thème de ce séminaire ou ce webinaire sera les crises prolongées, soit extra-hospitalières ou pré-hospitalières. Et nous avons le plaisir d'avoir un expert avec nous pour animer cette session. Nous avons avec nous le professeur Federico Vigevano. Alors, c'est un grand honneur pour moi de le présenter. Je vais commencer par me présenter moi-même. Je suis professeur Chapeau, je suis professeur en médecine d'urgence en Tunisie. Je travaille dans un département de médecine d'urgence et on accueille effectivement également des patients qui ont été soignés en pré-hospitalier. Et je réitère mes remerciements et le grand honneur que nous avons avec nous le professeur Federico Vigevano qui va animer ce séminaire cet après-midi. Alors, le professeur Vigevano, c'est un professeur, éminent professeur en neurologie. Il a une grande carrière, c'est un expert en neurologie. Alors, le biosketch ou son CV ne nécessite pas vraiment de présentation. Je vais juste insister sur les points les plus éminents de sa carrière. C'est l'ambassadeur de l'épilepsie depuis 2001. Il est président de la Fondation d'épilepsie depuis 2010. Il est le référent de plusieurs journaux scientifiques de très haute valeur scientifique, comme Epilepsia, Brain Development, Italian Journal of Surgical Science, Italian Journal of Pediatrics, European Journal of Pediatric Neurology, Epilepsy Disorders. Il est membre de l'ILAE, de la Commission de classification de terminologie. Il est également un membre de l'Advisory Board de l'Epileptic Disorder of Epilepsia. C'est le chef du département Virtual National Institute of Epilepsy of the Italian Network également. Il a plus que 200 publications avec des travaux qui sont très éminents. Donc, nous avons le grand honneur d'avoir avec nous le professeur Vigevano ce soir pour nous parler d'un thème, à mon sens, qui est très pertinent, sous-traité dans la recherche scientifique, qui est les soins extra-hospitaliers des crises prolongées. Donc, je vais juste insister sur le fait qu'il s'agit d'un webinaire où vous avez la possibilité de poser vos questions directement au professeur Vigevano via la boîte questions et réponses en bas de votre écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, vos remarques. Le professeur va essayer de répondre à vos questions juste à la fin de sa présentation. Si jamais il n'y a pas eu de réponse dans sa présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte questions et réponses en bas de votre écran. Donc, merci beaucoup, monsieur professeur Federico Vigevano, pour avoir accepté d'animer ce séminaire et je vous donne la parole. Merci Olfa, merci pour votre présentation et merci encore une fois pour m'avoir invité à un webinaire organisé par la session Eastern Mediterranean and Afrique de la Ligue internationale contre l'épilepsie. C'est vraiment un honneur pour moi de parler à cette cette session de la Ligue internationale contre l'épilepsie et je suis très heureux aussi de parler en français aussi si malheureusement l'occasion de parler en français dans un contexte scientifique c'est toujours plus rare. Et j'essaie de montrer mes diapos et vous me dites si vous arrivez à le voir. OK. OK. On va parler ce soir des crises prolongées et des premiers secours extra-hospitaliers. Et ça sont mes disclosures. Et de quoi on va parler? On va parler en effet d'une urgence médicale avec laquelle on est en face très souvent dans notre activité clinique parce qu'il s'agit d'une urgence médicale qui peut entraîner des lésions cérébrales
et augmenter le risque de mortalité aussi. Et ça comporte une prise en charge rapide et efficace de cette situation, prise en charge rapide et efficace qui est cruciale pour minimiser les risques de dommages pour notre patient et pour améliorer les pronostics. Et on va parler surtout de la gestion, de comment gérer une crise avant l'arrivée en hôpital. C'est-à-dire, quand on est en face à une crise prolongée, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant tout, il faut partir analysant les définitions des crises prolongées, des crises répétées et les rapports avec l'état de mal. Et on va stresser pourquoi il faut essayer d'avoir un arrêt de la crise le plus possible rapide. Et on entre un peu dans le concept de time is brain, comment c'est important de faire un traitement rapide et efficace de cette situation. On va aussi analyser quels sont les patients qui sont réellement à risque d'avoir une crise prolongée, c'est-à-dire les patients à lesquels il faut prescrire les traitements d'urgence pour une crise prolongée. Et on traitera aussi quelle est la disponibilité de médicaments de premier secours et des timings, des temps qu'il faut attendre avant l'administration d'un traitement pour une crise prolongée. Il faut partir en analysant les définitions. Vous savez que, je pense que beaucoup d'entre vous, on connaît les reports par la Commission de la Ligue internationale qui regarde le status et l'état de mal et les travaux présentés par Eugen Tringa et son groupe. Et vous savez qu'on définit comme état de mal une situation dans laquelle il y a une crise qui ne tend pas à s'arrêter et une situation d'une crise qui est so prolongée à provoquer une persistante situation critique. En passant, c'est considéré comme la perdurance d'une crise plus que 30 minutes pour parler d'état de mal. Maintenant, cette définition a été abolie et il considère une crise qui déjà va à 5 minutes est considérée prolongée et après 5 minutes, on parle d'état de mal. Si vous voulez, on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est la différence entre une crise prolongée et un état de mal. On peut dire que la crise prolongée, c'est dans beaucoup de situations la première part d'un état de mal. Et si on suit les considérations présentées par Eugen Trinka et son groupe, il a défini le time T1 à T1 et le temps à T2. Et le temps à T1, c'est un temps qu'on peut dire seulement opérationnel, c'est-à-dire que c'est le temps qu'on ne doit pas surmonter sans donner un médicament. Et c'est le temps 1, c'est 5 minutes en cas de crise tonico-chronique, de 10 minutes en cas de crise focale et en cas d'absence, on peut atteindre 10-15 minutes. Et le temps de T2, c'est le temps où commence le risque d'avoir des conséquences de lésions cérébrales, des conséquences dues à la crise, pas seulement à l'étiologie. Et ce temps 2 pour les crises convulsives tonico-cloniques est placé à 30 minutes. Et vous pouvez regarder dans cette diapo, on a
mise en marque après 2 minutes. Pourquoi? Parce que la majorité des crises terminent spontanément après 2 minutes. À 5 minutes, c'est pour convention, parce qu'il n'y a pas de réelles données scientifiques pour dire que jusqu'à 5 minutes, c'est une crise prolongée. Et après, on parle d'état de mal. Et s'il persiste plus de 30 minutes, on parle d'état de mal réfractaire. Et s'il persiste à 24 heures, on parle de super réfractaire état de mal. Mais ça, on ne parlera pas de cette situation. On parlera ce soir surtout de cette des premières minutes de la crise, parce que ça arrive dans la majorité des cas en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire avant d'arriver à l'hôpital. Et si on regarde encore plus en détail les définitions, OK, pour convention, on parle de crise prolongée après 5 minutes, hein, mais il faut aussi considérer les cas de crise répétée, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi cluster seizure, c'est-à-dire quand une situation qui n'a pas une définition acceptée, mais qui on tente d'utiliser une définition, c'est-à-dire quand un patient présente des crises répétées avec une fréquence qui est inhabituelle par rapport à sa fréquence habituelle de crise, dans un temps défini, c'est-à-dire par exemple 24 heures, un jour, 2 jours, mais qui va présenter une augmentation de la fréquence de crise limitée à une certaine période de temps. Et pourquoi c'est aussi important de considérer aussi les crises répétées, pas seulement les crises prolongées? Parce que si vous regardez les données de la littérature, regardant les crises répétées et les risques d'état de mal, vous voyez que les patients qui tendent à présenter des crises répétées ont une augmentation de risque de progresser jusqu'à un état de mal. Et ce risque arrive selon les différentes casuistiques de 15% ou 44%. C'est-à-dire que aussi les crises répétées, c'est une situation qui mérite une prise en charge rapide et efficace parce que le risque d'avoir une progression jusqu'à un état de mal, c'est très important. Et, pardon, OK. Et après 5 minutes, on entre dans l'état de mal convulsif. Et qu'est-ce qu'on sait? Regarde la fréquence des crises prolongées dans les patients qui présentent ce phénomène. Vous savez qu'un tiers de patients, de notre patients qui sont traités avec des médicaments, aussi avec des médicaments appropriés, continuent de présenter crise et il y a des données présentées dans l'étude Perfect Tree, ça c'est 15 années, il y a 15 années, et la fréquence des crises prolongées can être très variable d'un patient à l'autre, et dans des patients qui présentent crise prolongée très rarement et patients qui présentent crise prolongée avec une fréquence très importante. Et ce qu'il faut encore une fois stresser, c'est que la crise prolongée, c'est en effet une situation d'urgence, une urgence médicale qui peut entraîner des lésions et qui comporte, qui entraîne la nécessité d'une première secours avec très fréquemment, très souvent, la nécessité d'arriver en salle d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut appeler l'ambulance s'il y a des frais, des frais pour la sanité publique, parce que c'est
c'est quelque chose qui nécessite d'un traitement quelquefois très d'urgence. Et de l'autre côté, il faut considérer aussi quel est le stress pour la famille, pour les caregivers, pour toutes les personnes qui soignent notre patient. Et encore une fois, il faut stresser le fait que les 30% de notre patient continuent de présenter crise, non moins un traitement qui est approprié. Et pourquoi cette prise en charge doit être rapide et efficace? Et vous savez, cette situation, c'est bien connu comme une situation dans laquelle un retard dans l'administration de notre premier secours, de notre médicament, peut entraîner des conséquences. En effet, il faut considérer que l'état de mal, c'est une condition dynamique et que la réponse aux médicaments, surtout aux benzodiazépines, qui peut diminuer si la crise est trop longue, si la crise persiste. Pourquoi? Parce que, vous savez, les benzodiazépines agissent surtout au niveau des récepteurs GABAergiques, et avec la persistance des crises, on a un phénomène qui est très connu, on s'appelle comme la internalisation des récepteurs GABA. Vous voyez que ça, c'est la situation normale sur la surface, sur la membrane de l'axone, où il y a les récepteurs GABA qui sont sur la superficie, sur la surface. Et si les crises persistent, tendent à entrer dans la cellule, et les médicaments ne trouvent pas un suffisant nombre de récepteurs, c'est-à-dire que si la crise persiste, les benzodiazépines perdent son efficace. Et de l'autre côté, il y a encore l'augmentation, au contraire, de l'excitation du récepteur AMPA NMDA. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment une situation dans laquelle time is brain. Et un retard dans l'administration des médicaments pour le premier secours peut être à la cause de la persistance des crises et des lésions, des dommages au niveau du cerveau. Et encore une fois, il faut stresser comme cette situation, la prise en charge de cette situation rapide et efficace, c'est très important. Et on a la démonstration qu'une activité convulsive qui perdure 30 minutes augmente les risques de complications neurologiques, des complications neurologiques persistantes, et c'est-à-dire des déficits neurologiques focaux, des conséquences du point de vue cognitif, des problèmes de comportement des patients. Et on a les risques arrivent aussi au 34% dans certains cas, avec des états de mal convulsifs persistants. Et la majorité des cas, s'il n'est pas bien traité au début, nécessite d'une hospitalisation. Et ce qui est très important, c'est que la mortalité infantile, la mortalité prématurée, augmente dans les cas s'il n'y a pas un correct traitement, il n'y a pas une prise en charge rapide et efficace de cette situation. Et il y a des données aussi très importantes. Par exemple, dans cette situation, dans ce syndrome, il faut savoir qu'il y a
des situations qui sont conséquentes de crises prolongées parce que ces crises prolongées peuvent devenir un état de mal et l'état de mal est intractable. Si vous analysez la mortalité dans le syndrome de Dravet, c'est très important parce qu'il y a une incidence d'une mortalité prématurée dans le syndrome de Dravet qui est à peu près 13-15% de cas. Et il y a, si vous regardez cette très importante casistique, la moitié des cas vont vers la mort due à un SUDEP, mais il y a quand même les 32%, un tiers de cas qui meurent en conséquence d'un état de mal intractable, c'est-à-dire un état de mal qui n'est pas été bien traité au début. Et nous, on a publié il y a quelques ans, pardon, ok, on a publié il y a quelques ans des cas de syndrome Dravet qui présentaient un état de mal fatal. Et dans tous les cas, les patients n'étaient pas bien traités au début. Et ça arrive pourquoi? Parce que en général, ça arrive que notre cas qui ont ce syndrome, qui sont à risque d'avoir crise prolongée et état de mal, ne présentent pas l'état de mal près de notre hôpital, près des centres de troisième niveau, mais peut présenter l'état de mal proche de l'habitation, c'est-à-dire peut-être dans un endroit où il n'y a pas un correct et un efficace traitement très précoce. Et il y a des autres situations aussi dans lesquelles il y a la tendance de quelques syndromes épileptiques dus à variants génétiques, dans lesquels la tendance à avoir état de mal ou crise répétée est très fréquente. Vous savez, par exemple, que la épilepsie due à la variante génétique PCDH19 c'est caractérisée par des crises répétées qui peuvent arriver à présenter un état de mal. Et c'est une situation dans laquelle la tendance à présenter des crises répétées, des seizures in cluster, c'est très caractéristique de cette situation. Et ce sont des cas dans lesquels nous, on peut prévoir que le risque d'avoir des crises répétées en état de mal, c'est vraiment important. Et alors, si on va voir quels sont les patients qui sont à risque de présenter cette situation, il y a sûrement des syndromes épileptiques dans lesquels le risque d'état de mal et de crise prolongée, c'est très important. Par exemple, comme j'ai déjà dit, la PCDH19 syndrome, on l'appelle PCDH19 Girls Clustering Epilepsy, c'est-à-dire une épilepsie caractérisée par des crises en cluster, répétées, ou état de mal, le syndrome de Dravet aussi, mais après, tous les cas dans lesquels ils ont la tendance à présenter des tirs qui sont résistants à notre thérapie, c'est-à-dire l'épilepsie structurelle ou en particulier l'épilepsie du lobe frontal. Et comme quels sont les facteurs déclenchants qui peuvent faciliter, provoquer les crises prolongées? Sûrement la fièvre, sûrement les changements du traitement ou si les patients ou les caregivers ne suivent pas dans une façon précise notre traitement, les patients qui ont une histoire, déjà une histoire de crise prolongée et encore l'histoire de crises fébriles qui sont sûrement des facteurs déclenchants pour les crises prolongées. Et
en ce qui concerne la mortalité due à la crise prolongée, il y a des données très intéressantes dues à l'activité de la commission de la ILA Task Force qui a étudié la disponibilité des médicaments antiepileptiques et ils ont aussi analysé la disponibilité des crises pour les premiers secours, la disponibilité des médicaments pour les rescue medication, pour le traitement de la crise euh, prolongée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels soit les diazépam rectal, soit les midazolam oromucosal ne sont pas disponibles. Et ce qui est très important, c'est que l'absence de disponibilité de traitements précoces dans les crises prolongées augmente les risques d'une mortalité prématurée. Et ça, c'est un problème très important et la Ligue internationale contre l'épilepsie est très intéressée à rendre disponibles ces médicaments. Mais qu'est-ce qu'il arrive dans les pays dans lesquels on peut imaginer qu'au contraire, les médicaments sont à disposition, qu'il y a une très bonne organisation de santé, mais si on va voir les données de certaines casuistiques, les données sont vraiment étonnantes. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'étude appelée FEBSTAT, c'est une étude qui a été publiée en 2014 et qui a analysé une casuistique des patients qui présentaient un état de mal fébrile avec la fièvre. Et vous regardez que sur 179 patients, seulement 39 a reçu un médicament antiepileptique. Et les temps moyens entre le début de la crise et le premier médicament, c'est demi-heure. Vous voyez, 30 minutes. Et la durée de la crise, il y a cette moyenne, c'est très prolongé. Vous voyez, 80 minutes pour les patients qui ont reçu un médicament, 95 pour ceux qui n'ont pas reçu un médicament. Et vous voyez que le temps moyen après le premier drug antipyrétique et la fin de la crise, c'est 30 à 38 minutes. C'est-à-dire que aussi dans les pays qui ont la disponibilité de médicaments, qui ont une très bonne organisation de santé, le premier secours en cas de crise, c'est encore un problème. Et, et après, si on va regarder les données plus récentes, ça c'est un travail publié en 2023, c'est un travail qui regarde l'activité de l'Emergency Medical Service, c'est-à-dire c'est l'activité d'un groupe d'études qui s'appelle Pediatric Status Epilepticus Research Group. Et ils ont publié les données qui regardent 91 patients avec un état de mal convulsif réfractaire. Et l'état moyen de ce patient, c'est à peu près 3 ans. Et vous regardez que cette patient, si on regarde comment on était traité au début, le temps entre le début de la crise et l'arrivée à l'hôpital, dans ce cas, a été de 45 minutes, la moyenne de 45 minutes, et vous voyez que et le même médiateur
les mêmes arrivent, si, je m'excuse. Oui, 24 minutes en moyenne pour avoir l'arrivée de l'emergency approach, l'emergency traitement, et il y a à peu près 22% des patients n'ont pas reçu aucun médicament antiépileptique, et de l'autre côté, il y a 78 patients qui ont reçu de 1 to 5 doses de benzodiazépine. Et il y a seulement une petite différence entre les patients qui ont une histoire d'état de mal par rapport aux patients qui ont présenté un état de mal comme première crise. C'est-à-dire que si on regarde aussi cette casuistique des patients qui ont un état de mal réfractaire, la majorité n'a pas reçu un très bon traitement au début de la crise. Et pourquoi ça? Pourquoi il y a encore un manque d'éducation, de formation sur qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise? Et il y a, comme on dit, il y a encore des obstacles qu'il faut surmonter. Et ça, c'est dû au fait que traiter les crises prolongées, c'est encore quelque chose qui crée de l'anxiété, de peur, et il faut quand même mettre en pratique des programmes d'éducation. Et ça, c'est notre expérience parce que nous, on est parti dans la considération que à peu près un tiers des crises prolongées arrivent à l'école. Ça, et il faut commencer à faire des programmes éducationnels et dédiés surtout au personnel de l'école, aux enseignants et aussi aux élèves, aux autres élèves, les camarades qui sont à l'école. Et alors, à Rome, on a fait ce programme éducationnel, on a rencontré la majorité des écoles de Rome et de la province de Rome, et on a fait un programme éducationnel dans lequel on a stressé comment reconnaître une crise, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire en cas de crise. On a stressé time is brain, comment c'est important de traiter précocement cette situation. On a stressé les vies de administration des médicaments qu'on utilise dans le premier secours. On a mis au point des vidéos pour démontrer qu'est-ce qu'il faut faire. Et à la fin, on a fait un test aux enseignants et au personnel de l'école pour vérifier l'efficacité de cette programme d'éducation. Alors, on peut voir comme, si vous regardez dans cette diapo, la situation avant les cours et après les cours, en bleu, il y a le pourcentage de cas qui étaient disponibles à traiter les patients en cas de crise, et ce pourcentage passe de 55 à 91 après les cours éducationnels, c'est-à-dire que le fait de donner des renseignements sur qu'est-ce que c'est l'épilepsie, de dire comment reconnaître la crise prolongée, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise, et surtout, on a donné aux enseignants, à la personnel de l'école, l'autorisation de part des parents de faire le même que les parents font chez eux, c'est à augmenter cette disponibilité jusqu'à la majorité
les enseignants sont maintenant disponibles à traiter les patients. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, quand on a fait ce travail, on a analysé les données relatives à 14 patients qui ont présenté une crise prolongée à l'école. Et dans ce cas, sont tous été traités très bien par le personnel de l'école, par les enseignants et aussi par les camarades, par les classes. Et on n'a pas eu la nécessité d'envoyer les patients à la salle d'urgence ou n'ont pas eu la nécessité d'être pris en charge dans l'hôpital. Et ça, c'est, vous pouvez comprendre, c'est un très grand résultat, soit pour les patients, parce qu'on a bloqué la crise très précocement et ça, on a diminué le risque de conséquences, des dommages au niveau du cerveau de ces patients, mais aussi c'est un résultat très important du point de vue des frais de l'assistance publique, parce que si on arrive à traiter précocement, à bloquer la crise à l'école, on n'a pas besoin après d'une prise en charge à l'hôpital. Mais si on retourne au conseil de la durée de la crise et quand est le moment de donner les médicaments pour les premiers secours, pour comme on dit, les rescue medication. Alors, il faut considérer quelle est la durée de la majorité des crises. Ça c'est une étude qui a été faite avec la vidéo-EG. Et vous voyez que les crises généralisées tonico-cloniques, la majorité, après 1 minute et demie, 2 minutes, terminent spontanément. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que la majorité des crises convulsives, après 2 minutes, terminent. Et si la crise surmonte les 2 minutes, sûrement, le risque d'aller vers une crise prolongée augmente. Et alors, il faut quand même considérer qu'une crise qui va outre les 2 minutes commence à être un risque de devenir prolongé. Il n'y a pas besoin, s'il y a une expérience déjà de crise prolongée, d'attendre 5 minutes pour donner des médicaments dans les cas qui ont déjà présenté des crises prolongées. Parce que la majorité des crises convulsives, après 2 minutes, terminent spontanément. Et alors, qu'est-ce on peut faire déjà des conclusions initiales, mais après on parlera des médicaments. OK, c'est-à-dire que on peut dire, pour conclure cette première partie, que les patients qui présentent des crises prolongées et des crises répétées, effectivement, sont à risque d'avoir une progression vers l'état de mal, que les crises prolongées et les crises répétées représentent une urgence médicale très importante et le timing pour l'administration du médicament, surtout sur les patients qui ont déjà présenté des crises, ça change cas pour cas. C'est-à-dire que c'est les cas qui ont déjà présenté des crises, on ne peut pas dire vous devez attendre 5 minutes parce qu'on sait qu'on présente des crises qui terminent spontanément après 2 minutes ou si la crise est prolongée, généralement euh, notre conseil, c'est d'en arriver pas à 7 minutes, mais par exemple après 3 minutes, vous pouvez donner déjà les médicaments pour contrôler une crise prolongée. Et vous voyez que cette considération que dans la pratique clinique, une crise qui est plus longue de 2-3 minutes doit être considérée prolongée. Et ça, c'est la conclusion, c'est que nous devons individualiser
les prescriptions pour la rescue medication, parce que sur les cas qui ont la tendance à présenter très fréquemment des crises prolongées, doit être traité déjà après 2 ou 3 minutes ou aussi plus précocement. Et notre considération qui est très importante, que les programmes d'éducationnel, mais surtout au niveau scolaire, sont très importants parce qu'il faut surmonter les barrières, les obstacles qui existent encore pour le traitement dans les communautés, mais surtout à l'école. Et entrant dans la seconde part de notre webinaire d'aujourd'hui, quels sont les traitements que nous pouvons utiliser pour faire pour gérer une crise prolongée? Et quelles sont les données qu'il faut considérer pour préférer un médicament plutôt que l'autre? Et surtout, il faut entrer encore plus en détail en ce qui concerne l'individualisation de notre traitement. On a déjà dit sur les timings, et après on va dire encore plus quelque chose sur les différents traitements qu'on a à disposition. Et quels sont ces médicaments? Vous savez qu'on a à disposition, il y a 40 ans, les diazépam rectal, qui est disponible, je pense, dans beaucoup de pays, et qu'on a la démonstration que c'est efficace, surtout plus que les placebos, dans le traitement des convulsions prolongées. Mais fondamentalement, l'alternative, c'est le midazolam oromucosal, c'est-à-dire le buccal midazolam, que c'est moins disponible sûrement parce que ça coûte plus cher, mais quand même, il a des avantages qu'on va voir après. Et en ce qui concerne l'efficace, soit les diazépam que les midazolam oromucosal sont très efficaces pour arrêter les crises prolongées. Il y a juste, si on suit les données de la littérature, une préférence pour les midazolam dans dans différentes voies de administration, mais je pense que l'efficace n'est pas aussi significative en ce qui concerne l'efficace. C'est-à-dire que soit les diazépam rectal que les midazolam oromucosal sont très efficaces, et je ne peux pas dire qu'il y a une préférence d'un médicament plutôt que l'autre, et aussi en ce qui concerne la safety, la tolérance, il n'y a pas une différence significative pour un médicament respect à l'autre. Mais si on va analyser les données qui arrivent des surveys qui ont, comment dire, analysé et étudié l'impression des parents, des caregivers, en ce qui concerne les médicaments, la vie et la facilité de son administration, quelles sont les préférences des caregivers en ce qui concerne ce traitement, quel est le cost et la disponibilité. Vous pouvez regarder qu'en ce qui concerne l'efficace, en effet, il n'y a pas de différence entre les midazolam oromucosal, buccal midazolam et le diazépam rectal. En ce qui concerne la rapidité d'action, peut-être qu'il y a une légère préférence pour les midazolam oromucosal, mais peut-être aussi parce que quelquefois, administrer les diazépam, en effet, il y a quelques difficultés, que peut être difficiles.
Et en effet, vous voyez que tous les données relatives des enquêtes sur pour l'opinion, selon l'opinion des caregivers, vous pouvez voir comme la majorité des parents et des caregivers considèrent les midazolam buccales oromucosales beaucoup plus faciles à administrer que les diazépam rectales. Ça, c'est vrai. C'est pas vrai, je pense, en ce qui concerne l'enfant très petit, mais pour l'enfant plus âgé ou l'adolescent, sûrement, la facilité d'administration, c'est absolument en faveur de l'amidase oromucosale et même, on peut se dire, pour l'acceptation au niveau social de l'amidase oromucosale. Il n'y a pas une grosse différence en ce qui concerne la facilité de conservation et les effets collatéraux. Peut-être qu'il y a un peu plus dans avec les Valium, avec les diazérétales parce que la MIV c'est plus long. Ok. En ce qui concerne les traitements au premier secours, il faut se rappeler qu'il faut sécuriser les patients, il faut considérer la respiration, la circulation et faire attention à ces situations et sécuriser les patients, c'est-à-dire d'éviter qu'il peut se procurer des dommages parce qu'il va bouger près des obstacles. Et il faut rassurer les patients et protéger toute la situation, protéger la privacy et la dignité des patients. Et notre suggestion, notre conseil, encore une fois, comme je dis précédemment, si la crise est plus longue de 2 minutes, il faut se préparer pour l'administration du médicament et vous savez, les rule, celle qu'elle veut dire, si la crise arrive à 5 minutes, il faut donner les médicaments, mais si le patient a une histoire déjà de crise prolongée, il faut cette limite de 5 minutes, on peut donner les médicaments plus précocement parce qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 5 minutes. Et quelles sont les considérations qu'il faut faire? C'est que la gestion d'une crise prolongée doit être supportée par un training, comme je vous montrerai par ce qui concerne notre intervention, notre programme d'éducation à l'école, mais aussi supporté avec un training pour les parents, pour les caregivers, et dans le cas où, selon notre opinion, il y a un grand risque d'avoir des crises prolongées, il faut mettre à point et permettre à expliquer aux parents qu'est-ce qu'ils doivent faire et de personnaliser la gestion de la crise prolongée. Et il y a des propositions, ce qui s'appelle Seizure Action Plan, c'est-à-dire des plans, des programmes, des prescriptions personnalisées qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise dans quel patient, dans un cas précis, dans un syndrome bien connu. Et cette considération, vous voyez, on appelle Seizure Action Plan, je peux imaginer en français un plan d'intervention précoce et personnalisée. Et ce sont des papiers que vous voyez, des fiches dans lesquelles vous pouvez mettre
vous pouvez fournir des détails regardant les diagnostics, les traitements et tout ce qu'il faut faire en cas de crise dans ces patients bien individualisés. Et ça, c'est un exemple. Ça, je m'excuse, c'est en italien. Ça, c'est une un plan personnalisé de traitement pour les patients qui ont le syndrome de Dravet. Ça, a été mis au point par l'association des familles de syndrome de Dravet. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez donner et mettre dans ce papier les détails du traitement de la crise avant d'arriver à l'hôpital, mais aussi quand il arrive à l'hôpital, de donner des suggestions pour les traitements aussi dans l'hôpital parce que, comme je disais avant, euh, très fréquemment, les tas de mal n'arrivent pas à Rome ou à Paris ou à Tunis, où vous voulez, ça arrive dans des endroits qui n'ont pas d'hôpital de haut niveau. Et ça, c'est seulement pour démontrer un exemple de ce qu'il faut faire, qu'on peut mettre, par exemple, dans un plan personnalisé de traitement, c'est-à-dire qu'on va définir qu'est-ce il faut faire avant d'arriver à l'hôpital, avec, si on utilise les diazépam intrarétales ou les midazolam oromucosal, et après, qu'est-ce qu'il faut donner comme seconde dose, ou encore une fois, si la crise persiste, l'état de mal devient réfractaire, comment il faut les traiter. OK, et je pense qu'on peut conclure, c'est-à-dire que ça, on peut arriver à la conclusion de cette présentation, ce webinaire, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations générales pour lesquelles, pour lesquelles on peut accepter comme définition d'une crise prolongée, une crise qui arrive à 5 minutes. Mais ça, c'est correct, surtout pour les cas qui présentent pour la première fois une crise. Les patients qui ont déjà présenté une crise ou qui sont à risque d'avoir des crises prolongées ou d'avoir une progression après une crise prolongée ou des crises répétées vers un état de mal, il faut traiter et gérer cette situation avec des interventions personnalisées et si vous donnez des plans personnalisés qui se basent sur les chirurgies, sur l'histoire précédente, ce sont très importants et ça, c'est-à-dire, il y a des recommandations officielles, mais après, dans notre pratique clinique, nous devons personnaliser notre recommandation pour chaque patient qui vient chez nous. Et vous remercie pour votre attention. Merci. Merci énormément, professeur Vigevano, pour cette présentation pertinente, très précise et très claire. Euh, on a quelques questions parmi l'assistance. Je vais commencer par la première. Alors, la première question qu'on pose, est-ce que vous pensez, en dehors des populations que vous avez indiquées et citées, est-ce qu'il y a d'autres catégories de patients à risque d'avoir une crise prolongée épileptique? OK. Si, ça, c'est un problème très grand parce que, très important, parce que très fréquemment, les médicaments pour la rescue medication, pour la version d'urgence, sont prescrits en défaut, c'est-à-dire le patient a eu une crise tonico-chronique et il va recevoir dans l'hôpital des prescriptions pour le traitement d'urgence. Et ça, c'est quand même une situation qui peut provoquer anxiété et comment dire, peut euh, provoquer une gestion et une considération regardant
notre patient qui ne répond pas à la réalité parce que il y a, comment dire, une utilise trop fréquent et non toujours justifiée de la risk medication. Par exemple, on pourrait décider, par exemple, sur les cas qui ont des crises généralisées tonico-cloniques, par exemple, la juvenile myoclonic epilepsy. On a discuté beaucoup. Il faut donner la prescription pour la rescue medication ou pas. Personnellement, je pense que les cas qui présentent une juvénile myoclonique, l'épilepsie myoclonique juvénile, ne sont pas à risque de convulsions prolongées. Les crises, la, la self-limited epilepsy with centrotemporal spike, c'est-à-dire l'épilepsie rolandique, généralement ne présente pas de crise prolongée. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelait la syndrome de Panayotopoulos, dans lequel, au contraire, il y a toujours des crises prolongées. C'est-à-dire que selon la classification des syndromes épileptiques, on peut juger si la prescription d'un médicament pour la rescue medication est justifiée ou n'est pas justifiée. Alors, on vous pose la question, est-ce que tout patient nouvellement épileptique, tout nouveau diagnostic d'épilepsie pourrait être à risque de crise prolongée? Est-ce qu'il Non, doit mais être c'est ça, considéré comme tel? j'ai déjà donné la réponse à Hmm. cette question. Il y a Et l'autre question, c'est s'il y a des médicaments qu'on peut les administrer en en intramusculaire. OK. intramusculaire. Oui, il y a des expériences avec les diazépam donnés en voie intramusculaire, mais la voie intramusculaire n'est pas aussi efficace parce que le temps pour de l'absorption des médicaments, le temps d'arrivée du médicament donné par voie intramusculaire, c'est beaucoup plus long de l'administration pour voie rectale ou intraveineuse. Ça, c'est c'est obvious, c'est obvious. Quand même, on peut donner quelques médicaments pour voie intramusculaire, mais le médicament va arriver au cerveau beaucoup plus lentement. Alors, il y avait également une question pertinente sur la communication avec la famille. Quel conseil vous donnez pour communiquer avec la famille? Chez les Oui, patients à risque, probablement. oui. Non, ça c'est très important parce que je ne sais pas comment vous classez ce médicament dans votre pays. En Italie, les médicaments pour le traitement des crises pulmonaires sont classés comme sauf vie. Sauf vie. Alors, on parle avec les parents et on dit, vous êtes tranquille, on ne peut pas mourir pour une crise épileptique. Les crises qui durent, ça dure 2 minutes et ne provoquent pas de conséquences. Et après, mais je vous donne un médicament qui s'appelle Sofevi. Alors ça va provoquer une grande anxiété dans les parents. Alors il faut vraiment n'exagérer pas avec la prescription des médicaments pour la rescue medication, mais il faut expliquer bien. Il faut perdre du temps à parler avec les parents pour dire une crise épileptique convulsive, tonico-clonique, ça dure 2 minutes, la majorité de 2 minutes et demie, et ne provoque pas de conséquences. Et il faut considérer que les risques d'avoir un dommage au niveau du cerveau commencent après 30 minutes de crise. Et ça, c'est fondamental. Il faut donner toujours comment dire, un message
anxiolytique, anxiolytique. Mais quand même, il faut être toujours perdre du temps à parler avec les parents et avoir clair la situation de quelles sont les situations vraiment à risque d'avoir une crise prolongée. Donc, bien éduqués sans dramatiser. Sans dramatiser, bien éduqué et, comme on dit, le vrai problème, c'est par exemple l'école. Parce que les parents doivent toujours ont le problème de dire, OK, mon fils va à l'école, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois communiquer à l'enseignante et au personnel de l'école. J'écris beaucoup de lettres pour l'enseignante et pour le personnel de l'école pour expliquer la situation et j'ai je perds du temps à convaincre les parents à donner l'autorisation parce que les fils réussissent, oui, réussissent à recevoir le même traitement qu'à la maison, aussi à l'école. Alors, une autre question sur la forme buccale. Si on n'a pas vraiment la forme buccale dans notre test, est-ce qu'on peut donner le midazolam destiné à la forme injectable par voie intrabuccale? Alors, Euh, on le fait dans nos oui, urgences ok. parfois, mais quel est Je votre avis sais, sur ce non, point? non, je le sais parce qu'aussi en Italie, on utilisait déjà le midazolam qu'on utilise pour l'administration intraveineuse intrabuccale. Ce n'est pas le même produit. C'est-à-dire que les produits qu'on donne pour voie intrabuccale, c'est un produit qui est exprès pour l'administration intrabuccale. On peut donner aussi la midazolam intraveineuse, mais l'efficace n'est pas la même. C'est pas la même parce que il n'y a pas une l'absorbement, L'absorption. l'absorption, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci. Et par voie nasale, que pensez-vous de le passer par voie nasale? Voie nasale, c'est le même problème. C'est la même muqueuse. Le futur, c'est la voie nasale. La voie nasale, il y a sûrement des trials avec la voie nasale, soit avec les diazépam, soit avec les midazolam. La voie nasale, c'est beaucoup, comment dire, euh, conseillé pour les cas qui présentent crise répétée, surtout si ce sont des adolescents, des adultes, parce que tu, tu peux administrer toi-même les médicaments si tu as des crises répétées, un cluster de ça. Et il y a des trials avec soit les midazolam intranasal, soit les diazépam intranasal. C'est le futur, peut-être, au moins pour les crises répétées, c'est la voie intranasale. Euh, la question suivante, quelles sont selon vous les principales barrières qui empêchent le diagnostic à l'accès au traitement de l'épilepsie dans les pays à ressources limitées, selon vous? Et quelles seraient les solutions? Les, 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 Les barrières, les barrières les barrières oui, pour, pour pour le diagnostic et l'accès au traitement, pour traiter. ok. Alors, alors, il y a sûrement des problèmes de disponibilité de médicaments, sûrement. Les pays qui ont un bas income ont beaucoup plus de difficultés à avoir à disposition des médicaments et aussi, par exemple, les nouveaux médicaments, surtout dans ce pays, sont pas disponibles. Et aussi la rescue medication, c'est pas disponible. In beaucoup de pays, aussi en Europe, hein, c'est pas un problème, c'est un problème de beaucoup de pays. Ça, sûrement. Il y a les costs, l'aspect économique Le du coût. problème. Le coût, c'est sûrement important, c'est très important. Et il faut faire quand même
Et l'autre côté, il y a l'éducation pour sur les docteurs, pour les infirmières, pour toutes les personnes. D'un côté, l'éducation, de l'autre côté, la disponibilité des médicaments. Et c'est très important. Si vous allez voir les travaux que j'ai, le travail que j'ai présenté une part sur la disponibilité des médicaments dans tout le monde. Ce sont très intéressants pour voir. Et dans certains pays, par exemple en Italie, nous avons une assistance publique qui est très importante. Il y a beaucoup de pays dans lesquels l'assistance publique, c'est vraiment insuffisant, limité. limité, exactement. C'est-à-dire que chaque médicament, ça coûte beaucoup. Alors, je pense qu'on n'a plus de questions. Ça a été très clair comme présentation. J'aimerais vous remercier infiniment pour la qualité de votre présentation, mais également pour votre disponibilité pour répondre aux différentes questions. Je pense qu'on commence à la fin, on arrive à la fin de ce webinaire. Avant de clôturer, je vais vous remercier encore une fois, professeur Federico, pour votre disponibilité. Et je vais maintenant m'adresser à l'assistance pour vous parler d'une opportunité d'échange de projets. Alors, l'ILAE voudrait vous informer qu'il existe une base de données du projet Global Health in Epilepsy qui fournit un registre des projets d'épilepsie existants dans toute l'Afrique, la Méditerranée orientale, ainsi que dans d'autres régions. Cette base de données identifie des informations telles que l'emplacement du projet, les partenaires institutionnels, la portée du projet, les sources de financement, les besoins en bénévoles également. Cette base de données est rapide et facile à remplir. En soumettant des informations sur votre projet, éventuellement, vous allez contribuer à la bonne compréhension des efforts déployés dans le monde entier pour réduire l'écart de traitement de l'épilepsie. Donc, cette base de données vous donnera l'occasion d'apprendre des autres projets, des autres équipes et d'explorer des opportunités de collaboration qui pourraient renforcer votre travail ainsi que celui du secteur. De plus, cette base de données permettra aux personnes de différents domaines tels que le gouvernement, les universités, les organisations à but non lucratif, mais également la philanthropie de se renseigner sur les efforts que vous déployez qui existent tout en offrant un moyen de s'engager. Sur cette diapositive qui est partagée avec vous, il y a un QR code qui va être disponible pour vous, que vous allez pouvoir scanner pour recevoir votre certificat. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de ce webinaire. Merci pour votre intérêt et motivation pour également être interactif et poser vos questions. Et je vous invite à assister au prochain webinaire de l'ILAE, à participer à cette base de données et à scanner le QR code pour votre certificat. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Au Merci, revoir. bonne soirée.